Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les téléregardeurs bien sûr de MBS TV. Au cœur de l'entrepreneuriat, tel est donc le slogan choisi qui nous accompagne dans la grande production de chacun de nos programmes. Vous êtes également très nombreux à nous regarder à travers la chaîne YouTube, mais également n'oubliez pas de vous abonner et inviter des abonnés à s'abonner bien sûr. Et surtout, laissez des commentaires, qu'ils soient appréciatifs ou dépréciatifs. Voilà, ce sont des éléments qui contribuent à la nette amélioration de la qualité de production que nous offrons pour chacun de nos programmes. Aujourd'hui, il faut le dire évidemment, dans le cadre de la toute première édition de votre émission consacrée aux audacieux, il faut quand même témoigner que petit, que dis-je, ou encore grand en cours d'audace, il n'est pas, n'est-ce pas, facile de pouvoir se lancer dans la concrétisation d'un projet qui nous tient à cœur. J'ai envie de dire également, il n'est pas facile de s'affranchir de la peur de l'échec, il n'est pas facile d'oser. Voilà la raison pour laquelle un panel assez géant constitué de 3 grandes personnes qui se sont investies dans le milieu entrepreneurial. Ils sont là pour la cause d'une seule. Ce matin, nous vous offrons encore une émission atypique, bien sûr, qui respecte la qualité et la norme de la production ici à Stengif Communication. Bienvenue encore une fois de plus pour une installation confortable. Nous vous permettons simplement de revenir juste derrière la petite transition. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à nous regarder à travers la chaîne YouTube parce que nous sommes convaincus que nous sommes réunis tous pour la cause commune, la production d'une émission assez pitoyable. Nous revenons donc sur le plateau pour vous présenter ces grandes personnes qui ont accepté notre invitation et accepté bien sûr partager leur large expérience dans l'environnement entrepreneurial avec vous. Ils se sont lancés dans pas mal de domaines. Bien sûr, vous aurez le temps de leur découvrir. Je me tourne tout de suite vers monsieur Hervé. Bonjour, bienvenue bien sûr sur les antennes de MBS TV. Comment vous sentez la décontraction, elle est pas? Bon, ça va très bien. Je suis à l'aise. Je suis dans un cadre convivial avec des personnes qui ont osé, donc je me sens dans mon univers aussi. Allez, il faut dire que vous êtes à la base, bien sûr, diplomate ressortissant de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun lyrique, c'est bien cela. Alors, qu'est-ce qui vous a passionné en fait dans le monde de l'entrepreneuriat? Donc, je suis diplomate de formation. Donc, je suis diplômé de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où j'ai fait un master en francophonie et ensuite j'ai fait un master en communication et action publique internationale. Donc moi, pour être honnête, mon ambition, j'ai toujours nourri une ambition de travailler pour des programmes humanitaires, donc pour les organisations internationales. L'ambition a été motivée ou bien influencée par la profession d'un tonton à moi, d'un père, qui était diplomate et qui revenait régulièrement avec des accessoires de l'UNICEF. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était lui qui gérait les missions de paix à la maison. Donc lorsqu'il y avait des problèmes, on faisait appel à lui. Donc j'étais intéressé, c'était comme une sorte de modèle pour moi. Mais la rencontre avec l'univers entrepreneurial se fait en 2004, lorsque nous lançons, moi et mes jeunes amis, nous sommes encore au collège, nous lançons une initiative. Donc la production des supports de communication, notamment, on a investi dans le vestimentaire. Donc notre objectif était de pouvoir habiller des événements des grands établissements. Donc on avait un public plus orienté vers les établissements secondaires. Allez, on revient tout de suite vers vous. Question de prendre monsieur, j'ai envie de dire Christian Ombanglil. Non, je vais bien prononcer ce nom-là parce que c'est vrai, il est compliqué. Christian Ombanglil, c'est bien cela. Vous êtes à féliciter. Merci Christian. Parce que Christian Ombanglil, c'est Dieu est là. Je suppose que vous n'avez pas fait de mauvaises choses cette nuit et ça se ressent dans votre luisance. Comme vous le dites, je suis CEO de Dépanneurs d'Afrique et je pense que venir aussi partager avec les autres, c'est déjà continuer à nourrir ce que nous faisons chaque jour, continuer à raffermir la vision que nous avons. Et comme on dit toujours, le step by step, on va ensemble faire un pas, quoi. Et comment est-ce que vous, quelle est votre conception de l'audace en milieu jeune au Cameroun? La conception que vous avez? Cette question, je pense que je me l'avais posée il y a peut-être 15 ans. C'est quoi faire de ma vie? Donc, quand je m'étais posé cette question il y a 15 ans, quoi faire de ma vie? La solution, c'était de trouver le pain. Et dans le pain, il faut trouver une activité que de prendre la machette et rester en route, quoi. Donc,
c'est là que l'audace naît. Mais actuellement, est-ce que je suis audacieux? Je ne peux pas dire oui. Mais est-ce que je suis sur le chemin de l'audace? Peut-être. Donc peut-être, parce que je suis encore là. Donc c'est un peu ça. Ok, allez, merci. Et on revient à vous justement pour essayer de découvrir le grand génie qui se cache derrière cette personnalité. Monsieur Fomokon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, hein, bien sûr spécialisé dans les travaux de génie électrique. Ingénieur de travaux, précisément. Merci, génie de travaux. Ingénieur de travaux, génie électrique. Ok, ingénieur de travaux spécialisé dans le génie électrique. C'est exact. D'accord, merci pour la précision. Il faut également dire que vous êtes le promoteur de Rock Technology. Exact. Alors nous comptons sur vous bien sûr pour pouvoir susciter l'audace chez les gens de Cameroun. C'est une lourde mission, non? C'est, comme vous le dites déjà si bien, une mission lourde et ô combien exaltante de savoir qu'on va booster certaines personnes à franchir le cap de partir du rêve à la réalité, du rêve à la capacité de faire quelque chose de bien. Je vais avant cela saluer mes copanélistes, saluer tous ceux qui nous regardent et dire que se mettre à transformer son rêve en une réalité, ce n'est pas une chose évidente, mais ce n'est pas également parce qu'elle n'est pas évidente qu'il faut baisser les bras. Il va falloir se mettre au travail, il faut croire et il faut surtout espérer. Ok, il faut noter qu'en 2000, vous étiez en 2014 juste en établissement et en 2019, vous avez étendu, n'est-ce pas, l'établissement en salle. En une salle. Déjà, c'est quoi une salle? Société à responsabilité limitée, l'établissement, c'est un modèle réduit de l'entreprise qui permet d'avoir des charges plus légères, mais sur le plan administratif, lorsqu'on veut respecter l'administration, l'établissement ne peut pas souscrire là où une salle ou une SA se présente. C'est pourquoi, quand on a des contrats avec certaines personnes, on est obligé d'aller vers le standing administratif qu'il faut. Après les établissements, ou bien après les groupes d'initiative et établissements, on est obligé, si les clients qu'on a en face de soi ont une certaine carrure, on est obligé d'être soit une salle, une société à responsabilité limitée, soit une SA, une société anonyme. C'est le grand frère des entreprises. Ok, nous allons rapidement commencer par vous. Déjà, d'où vous est venue, n'est-ce pas, l'idée de vous lancer en plein pied dans l'univers, bien sûr, du génie électrique? Parce qu'on constate que ce dans quoi vous faites certainement cadre avec votre formation. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire dans le génie électrique? Bon, depuis d'abord, je suis un électrotechnicien à la base. Après un BPC, j'ai fait un baccalauréat F3, une licence génie électrique. Ça fait que sur le plan académique, je sors avec un diplôme qui me permet d'être professionnel. Technicien de génie électrique, c'est quelqu'un qui dépanne ou bien qui maintient les appareils électrotechniques ou qui peut encore faire des installations dans du génie civil dans le bâtiment. Est-ce que votre entreprise peut fonctionner? Est-ce qu'elle a des difficultés? Parce que difficulté à création jusqu'à difficulté à fonctionnement, difficulté, c'est le quotidien d'une entreprise. Que ce soit pour créer ou même pour l'amener à la réussite. Il y a difficulté tout le temps. Donc, l'étape d'entreprise dans le sac, comme disaient nos aînés, l'entreprise dans le sac qui n'a ni papier administratif, rien du tout, cette étape, on a rencontré ces difficultés. Celle qu'il faut se lever le matin, aller rencontrer quelqu'un directement pour lui en parler. Et quand on a fini de négocier avec lui, il faut rentrer s'asseoir et espérer qu'il vous appelle. Nous y reviendrons, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est encore tout un paquet. Voilà, c'est le contenu. Voilà. Ouais. Nous y reviendrons. Question de revenir vers Hervé. Il faut dire que vous êtes investi, n'est-ce pas, dans l'action d'aide humanitaire. C'est bien cela, le social, en fait. Alors, la création d'entreprise, qu'est-ce que ça vous dit, le succès? Qu'avez-vous de l'expression succès? C'est quoi un succès pour vous? Donc, moi, je définis le succès comme un accomplissement personnel. Donc, le succès a sa définition personnelle. Donc, c'est chacun qui définit le succès comme il le ressent. Moi, je pense que le succès, c'est un accomplissement personnel. Donc, c'est un objectif qu'on atteint. Peu importe le degré, peu importe l'appréciation que les autres peuvent avoir, moi, le succès, il est interne pour moi. Ok, maintenant, il faut revenir peut-être sur l'idée qui vous a conduit, n'est-ce pas, à la concrétisation de votre entreprise, s'il faut le dire ainsi. D'où vous est venue, n'est-ce pas, l'idée? Pourquoi est-ce que vous avez accepté vous jeter dans l'environnement entrepreneurial? Donc, je dirais, pour être honnête, que j'ai voulu intéresser les organisations au départ, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je pouvais créer ma propre organisation. Donc au départ, j'ai un projet ambitieux professionnel
je souhaitais intégrer les programmes et les missions humanitaires dans les organisations. Au départ, j'ai identifié un problème que je souhaitais résoudre, qui était le problème de l'enfant. Donc j'étais plus orienté vers la protection des droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant et la protection du genre. Parce qu'on ne peut pas parler d'enfants sans parler de femmes. Donc j'ai préféré me lancer dans cet univers. Et pour être honnête, lorsque je me lançais dans cet univers, j'avais une cible précise, une organisation précise. Je voulais intéresser le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc je me suis lancé dans la protection de l'enfant, des droits de l'enfant, et j'ai mené 1, 2, 3 projets pour pouvoir intéresser. J'ai déployé le petit réseau que j'avais pour avoir des partenariats avec découvrir l'univers des organisations. D'accord, merci bien sûr. Et on va revenir vers vous parce qu'il faut quand même témoigner de l'excellence que reflétait ces jours de l'exposé. Je me souviens parfaitement de ce moment. On revient chez Christian. Il faut dire que vous êtes le père fondateur, s'il faut le dire ainsi, des dépanneurs d'Afrique, c'est-à-dire tous les problèmes que peuvent rencontrer des ménages, bien sûr, notamment question de plomberie, question des dépannages électriques. C'est bien cela, Christian? Alors, d'où vous est venue cette idée? Pourquoi vous avez pensé simplement à laisser votre regard converger dans ce sens-là, en fait? Je pense que, pour être un peu bref, c'était un problème à la base, au niveau de la maison. Okay? Nous, à Mimboman, où on a grandi, parfois, pour trouver le plombier, c'était difficile. Pour trouver l'électricien, c'était difficile. Mais derrière, moi-même, j'ai fait F4. Et pendant les moments libres, je me retrouve au chantier. Et quand je suis au chantier, on te paye 1500, 2000 francs la journée. Ça pèse un peu. C'est pas en fait. Ouais, du coup, et après, ça ne suit même pas. Et après, on reste, on se dit, ok, nous-mêmes, il faut chercher les marchés. Tu es conscient que personne ne va te faire confiance, quoi. Personne ne va te faire confiance, je te dis, je te donne une bâtisse à 30 millions, à 40 millions de réaliser, non. Et du coup, je lance le coup d'œil derrière, je dis, quelqu'un peut me demander facilement de faire quelques tâches de 1000 francs. Et pour la petite histoire, j'avais un sac, j'avais fait ce matin la messe à Mimboman, j'avais un sac, il y avait un marteau, en fait tout ce que j'avais comme bricolage là. J'avais 3 flyers, ça s'appelait Chris Construction. J'avais fait 3 flyers qui étaient Chris Construction, plomberie et tout. J'ai marché dans le quartier. En 3 heures, j'ai fait 2 dépannages. Le premier, c'était changer un canon. Je l'ai fait, j'ai eu 1500. Le deuxième, c'était changer une ampoule. J'ai eu encore peut-être 2000, c'est resté gravé dans ma mémoire. Et c'était moins de 2 heures de travail. J'ai eu 3500 en moins de 2 heures de travail. Et j'étais propre. J'ai bien mangé midi. C'était terrible en fait. Aujourd'hui, on continue par rêver. Donc, voilà l'idée. On pense qu'il faut se bâtir, on continue par vivre. On se dit, ok, il faut grandir. À l'époque, en 2012, on dit, on va à Douala, précipité, jeune dans la chose, quoi. On est excité, quoi. On arrive avec DNO, on est installé à Bipanda. Ça commence par marcher. Mais sauf que nous sommes 3 jeunes gamins, qui les objectifs ne sont pas trop carrés. Quand le billet de 10 000 est entré, chacun dit, bon écoute-moi, non, je pense qu'on ne peut plus faire équipe ensemble. Et ça se disloque un peu. Et quand ça se disloque, c'est là où je pense que je dois avoir un allié. C'est là où je pense vite en 2013 que je dois me marier. Et ça sort d'où? Du dépannage. Ça sort du dépannage. Donc pour vous dire qu'il y a la chose, on ne se marie pas, c'est des efforts. Et qu'est-ce que vous dites en fait de ceux-là qui pensent que, parce qu'à vous écouter, votre projet a vu le jour, bien sûr, sur la base du dépannage que vous avez effectué. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui pensent qu'il faut avoir une somme assez colossale pour se lancer dans la réalisation d'une idée? Aujourd'hui, je dirais 2 choses. Mais hier, je pouvais penser comme eux. Okay? Hier, je pouvais penser comme eux, qu'il fallait beaucoup d'argent pour créer l'entreprise. Mais aujourd'hui, la première chose, c'est quoi ton modèle économique? C'est quoi le problème que tu viens résoudre? C'est la première des choses. Tant que tu n'as pas le problème à résoudre, tant que tu n'as pas ton modèle économique, même si tu as le milliard,
je te rassure, il va finir dans les snaps. Ça, c'est calé. Mais je pense qu'il faut comprendre, hein, Monsieur Fomokon, ce que c'est un modèle économique, peut-être que les téléregardeurs en ont besoin. Bon, le modèle économique, c'est tu trouves ton client où? Tu vends ton service comment? Qu'est-ce qui te donne l'argent pour payer tes factures? C'est-à-dire là, ce sont je veux dire des méthodes ou des carnevals. Ou... Oui, le modèle économique, c'est ton circuit d'argent. Tu trouves ton argent où et tu le dépenses comment? Parce que c'est ça en deux mots. Oui. Le modèle économique. Quand une entreprise connaît là où il y a son client et trouve son client, forcément elle a l'argent. Et après elle dépense son argent comment? Elle recrute. Qui? Comment? Il y a plein de questions qui viennent. Et ça prend le temps. Allez, Hervé, je reviens à vous parce que dans vos explications tout à l'heure, on a compris que vous êtes parti d'une idée première qui était Mongo d'Afrique, enfant d'Afrique. Et plus tard, vous êtes investi en fait dans tout ce qui concernait l'action humanitaire. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a une modification de votre vision? Parce qu'au premier pas, vous aviez une vision et que vous avez peut-être concrétisé et par la suite, vous êtes passé à autre chose. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une modification de vision en ce moment? Donc, moi déjà, en parlant de modification, c'est polysémique, c'est à plusieurs sens. Je ne préfère pas utiliser l'expression modification, mais dit évolution, parce que je pense que le projet a évolué. Au début, je me suis concentré sur un centre d'intérêt précis. Maintenant, j'ai ouvert ma vision à un large spectre. Donc, je pense qu'il y a plus évolution, pas modification, évolution. Je n'ai pas exclu la question de l'enfant dans mon nouveau. En fait, c'était pour comprendre si un jeune peut avoir sa vision et que plus tard, essayer de la faire changer ou de la changer. Est-ce que c'est possible, en fait, de changer une vision? Donc, je pense que, moi, je dirais qu'on ne change pas sa vision. Lorsqu'on arrive à changer une vision, ça veut dire qu'au départ, on n'était même pas sûr. Donc, on ne savait même pas où on allait. Et c'est le gros problème que les jeunes ont aujourd'hui, cette question d'orientation permanente. Ils vont faire changer à tout moment, pour trouver le meilleur projet. Mais lorsque tu as une vision, elle est bien définie, elle est bien orientée, tu sais exactement où tu vas. Et lorsque tu sais exactement où tu vas, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et déjà, quelles peuvent être les causes de la mauvaise orientation, de la malorientation? Parce que c'est le plus gros problème, le plus gros souci que rencontre la quasi-totalité des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent toujours que voilà, il faut faire quelque chose qui cadre avec mes études. Et pourtant, dans le vaste champ des entrepreneurs, ça n'a pas toujours été le cas. On retrouve ceux-là peut-être qui ont un bac littéraire, mais qui se retrouvent en train d'entreprendre dans pas mal de choses quand même qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont subi comme formation. Bon, les causes de la mauvaise orientation, elles sont à la fois micro et macro. Donc, dans l'univers familial, qui est la plus petite entité de gestion, généralement, les enfants ne sont pas suffisamment orientés. On les oriente en fonction du contexte social, de l'environnement de l'environnement ambiant. Donc, dans les familles, par exemple, on dirait à un enfant d'aller à l'école, d'avoir ses diplômes, faire un concours de la fonction publique. Lorsque tu le réussis, tu t'épanouis professionnellement. Pour eux, c'est ça l'expression du succès pour eux. Et maintenant, c'est plus à cause de l'influence de la pensée, de l'approche francophone de la chose. Les francophones sont plus orientés vers tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est diplôme, vers le culte du diplôme. Et ça, c'est l'environnement macro qui intervient maintenant, parce que l'environnement macro fait intervenir l'État et les politiques publiques d'orientation de la jeunesse. Monsieur Fomokon, avant de parler, n'est-ce pas, du rôle des institutions étatiques dans votre pour le succès d'une entreprise. Processus, merci. Je voudrais savoir, lorsqu'on crée une entreprise, au départ, on a des amis. Et voilà, lorsque vous émettez votre idée, il y a deux types d'amis maintenant qui sont classés, c'est-à-dire ceux-là qui ne poussent pas en fait votre vision et qui ont cette tendance à vouloir vous démotiver avec des propos qui ne sont pas du tout agréables. Il y a ceux-là qui vous encouragent. Alors, comment un jeune entrepreneur peut gérer en fait ces deux dimensions? Les suiveurs et les détracteurs. Les détracteurs, merci. Ce sont les mots. Oui, ce sont les petits mots que nous avons dans le jargon commun d'entreprise. Ceux qui vont avec vous suivent. Tout ce que vous allez dire, ils vont le plus souvent valider. Ceux qui veulent se frotter à vous en termes de contradiction
quelque chose que vous allez dire, ils vont tout faire pour trouver une erreur, une faille, pour qu'on essaye d'en discuter. C'est vrai que la question, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on gère ces deux types de personnes. Pour les suiveurs, on essaye de s'assurer qu'ils ne nous suivent pas comme des moutons de Panurge quand on s'en va à l'abattoir. On s'arrange à transmettre la motivation que nous avons en eux. On se rassure que l'énergie qu'on est prêt à déployer pour pouvoir résoudre le problème du client, qu'on est certain qu'ils ont la même énergie lorsqu'on leur confie une tâche. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour les détracteurs qui font tout pour saboter le projet, pour que toute idée visant à améliorer le concept ou la vision de la structure, toutes ces personnes-là, on s'arrange à ne pas les écarter, parce que le plus souvent, ils ont des raisons qu'il faut aussi écouter, mais on s'arrange à leur donner le minimum de pouvoir possible sur la prise de décision. Et en ce moment-là, la gestion du patronat, parce que là, vous êtes déjà, je veux dire, dans un sens, vous êtes en train de concrétiser une idée que vous aviez, et là, du coup, vous devenez patron, certainement, il faut le dire ainsi. La gestion du patronat en ce moment, comment ça se passe en fait? Parce qu'on a l'impression qu'il y a certains entrepreneurs qui sont enflés d'orgueil, qui sont humbles, et du coup on se dit, ben voilà, il faut aller faire certainement une formation en management pour pouvoir gérer son personnel. La gestion du patronat en ce moment, comment ça se passe? Bien. Une chose est sûre et certaine, c'est que le caractère, le trait de caractère, on est avec, ou bien on le développe avec l'expérience familiale et l'environnement social dans lequel on a évolué. On ne devient pas subitement humble ou bien subitement autoritaire sans que ça ne parte de quelque part. Quand on est un chef d'entreprise et on a tendance à être beaucoup plus complaisant vis-à-vis des employés, on le sera toujours jusqu'à ce qu'on ira faire un petit coaching, un petit management pour pouvoir se départir de ce caractère-là, afin de savoir quand est-ce que je vais être complaisant avec mes employés et quand est-ce que je vais être autoritaire et faire passer la voie de l'autorité. On est obligé. Et si on est par contre quelqu'un d'assez autoritaire qui ne veut rien comprendre des autres, on sera obligé de rentrer faire encore ce petit coup de management-là pour pouvoir concilier. Donc, un chef d'entreprise à succès fera tout pour gérer ces deux états d'âme. Christian, vous êtes parti de, je vais dire, de rien, 3500, et puis aujourd'hui, vous conduisez toute une grande entreprise. On va pas peut-être parler de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, mais je voudrais comprendre, en fait, au regard du contexte, je veux dire, sociétal, quels sont vos rapports, en fait, avec l'argent? Les rapports d'un entrepreneur que vous êtes avec l'argent? Les rapports avec l'argent, je pense que c'est 3 niveaux. Premier, il y a l'argent qu'on peut te confier à gérer. Deuxième, il y a l'argent que l'entreprise a généré comme bénéfice, il faut répartir. Et troisième, c'est pour toi-même, sur toi. Voilà les 3 lieux de contact avec l'argent. Ouais. À notre niveau. En tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise. Ça, c'est en tant que chef d'entreprise, parce que la précision vaut la peine. Oui. Ben maintenant, et comment est-ce que, je vais te parler ici des difficultés d'un entrepreneur dans le contexte social. Hein, quelles sont les difficultés que vous traversez jusqu'ici? Ça, c'est dans le contexte social, parce qu'on sait qu'avec une idée, vous faites pas mal d'ennemis, et ça fait peut-être partie des difficultés ou des avantages, parce que d'aucuns les classeront dans les avantages. Bon, avantage, c'est à la fin. Mais au début, c'est un gros tabou. C'est vrai. Je vais vous dire. En Afrique, dans nos familles, chacun de nous là a une famille. Chacun de nous. Tout le monde, chaque parent a un rêve. Faire des hautes études et un jour trouve le meilleur job. Je pense que c'est la mission de tout parent. Celui qui n'a pas vécu ça dans une famille, c'est qu'il a grandi sur l'eau. C'est vrai. Mais maintenant, vous vous levez un matin, vous dites que moi, je ne veux pas devenir ingénieur, je ne veux pas devenir prêtre, je ne veux pas devenir avocat, je décide de dépanner. Mais mon frère, il faut avoir le kilo. Mon frère, on te dit bandit. Tu restes en famille, on te dit, mon frère, ce que tu fais là, ça ne tient pas la route. Mais sauf que c'est ça le chemin de l'entrepreneur. Si tu es véritable entrepreneur, toutes ces douleurs vont te renforcer les trouilles. Mais c'est plutôt les premiers tests. Parce que si tu ne passes pas ça, tu vas faire comme le phénomène qu'il y a dehors là. Dès qu'on a une idée, on a une start-up.
C'est clair, hein? Dès qu'on a une idée, on dit seulement j'ai déjà la start-up. J'ai déjà créé ma start-up. Pourtant, la chose la plus difficile, mon frère, si je mens, tu me dis, c'est trouver le client numéro 1. La chose la plus difficile, si tu as créé l'entreprise, montre-moi le client numéro 1. Parce que si tu as vendu une personne, tu peux vendre 10 millions de personnes. Mais tu es là, même demi, même le prospect, tu n'as pas. Alors, Hervé, vous qui avez bossé avec la direction de la francophonie, c'était un accompagnement ou bien vous avez quand même reçu un prix pendant votre parcours dans l'entrepreneuriat? J'ai commencé à bosser avec le ministère des Relations extérieures, notamment la direction de la francophonie, en mars 2016. Oui, mars 2016, pendant la Semaine nationale de la francophonie, qui était du 13 au 20 mars 2016. Et lorsque j'intègre ce projet qui était piloté par la direction de la francophonie, je suis encore étudiant, président de la chaire Senghor d'Afrique centrale, président de la chaire Senghor francophonie et mondialisation. Donc on s'est fait accompagner, j'étais encore président de la chaire. Et c'est au lendemain de la Semaine nationale de la francophonie que je décide de faire un projet, une proposition d'un projet annuel pour la direction de la francophonie. Et l'administration étant lente, des réponses tardives, je décide de faire du projet que je propose à la francophonie, mon propre projet ou bien notre propre projet du collectif. Et on décide alors de mettre sur pied un réseau de jeunes experts de la francophonie, de créer une association de droit camerounais à vocation internationale qui avait pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des groupes et des communautés vulnérables et de répondre aux catastrophes et aux situations humanitaires. Alors, ça veut dire que vous êtes certainement, je vais dire, mieux outillé pour nous aiguiser en fait les pensées sur comment ça se passe en fait l'approche avec les institutions étatiques. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il faut une certaine carrure? Est-ce qu'il faut de l'éloquence? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour être accepté, pour alors pouvoir accepter peut-être une demande, un partenariat ou quoi que ce soit? Bon, déjà, je réponds d'abord à la première question, je vais revenir à la seconde. Bon, que j'ai reçu des félicitations quand même du ministre des Relations extérieures, donc qui a apprécier forcément les projets qu'on a eu à proposer, d'où l'accompagnement pendant 3 ans parce qu'on a eu un accompagnement triennal avec la direction de la francophonie, notamment si c'est ça que vous appelez un prix. Moi je pense que les félicitations pour moi c'était largement, j'ai eu des correspondances du ministre des Relations extérieures qui m'a invité à tous les événements de la Semaine nationale de la francophonie, qui m'a félicité, qui m'a renouvelé sa confiance en m'accordant une fois de plus son partenariat. Et pour revenir à la seconde question, je dirais que c'est pas si difficile d'avoir l'accompagnement des institutions étatiques, des institutions gouvernementales. Il suffit d'avoir un projet très bien ficelé, d'avoir une vision qui peut convaincre, d'avoir une vision qui peut intéresser et de soumettre une demande de partenariat avec un projet bien ficelé. Généralement, ils répondent. S'il faut dire merci à 2 personnes aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, s'il faut dire merci à 2 personnes. En tant qu'entrepreneur, s'il faut que je dise merci à 2 personnes, je dirais d'abord merci à ma mère. Je disais merci à ma mère qui, malgré tout, elle a toujours cru en moi. Donc même dans son regard, je savais qu'elle disait le petit s'il part même coup. Mais elle a toujours accompagné, elle est toujours venue, elle a toujours financé comme elle pouvait, elle a toujours encouragé, elle a toujours motivé. Donc merci à toute l'équipe, ça veut dire ceux qui ont constitué, ceux avec qui on a travaillé pour l'élaboration de ce projet jusqu'à la réalisation, l'implémentation de nos différents programmes. Et merci aussi à ceux qui n'ont pas cru. Voilà. Alors, Christian, aujourd'hui, il faut comprendre peut-être qu'on n'avait pas eu un investissement venant de nos institutions étatiques pour pouvoir valoriser votre entreprise. Tel n'a pas été du tout le cas. Mais vous avez pensé une fois à faire une demande? Quel est le jeune qui n'est pas parti au Pager U, je ne sais pas quoi? Tout jeune entrepreneur a dû faire un tour. Mais ce n'est pas pour ça que je vais tirer, par exemple, sur l'État. Non. L'État a ses règles, a ses principes et après ne peut pas financer tout le monde. Donc peut-être sur ce pan, je sors perdant. Mais j'ai appris beaucoup en marchant aussi là. Hein?
Donc, c'est ça. Alors, Hervé, tout à l'heure, il vient de dire merci aux personnes qui n'ont pas cru en son projet. Vous, s'il fallait dire merci à 2 personnes. Le projet, je ne suis pas encore au Tchad, je ne suis pas encore en Guinée, je ne suis pas encore au Nigeria, au Bénin. Je ne peux pas encore remercier les gens. Parce que je pense qu'il faut travailler encore. Hein? Il faut travailler encore. Donc, pendant votre parcours, il y a pas quand même quelqu'un peut-être qui vous a soutenu, qui a cru en vous et donc le merci peut-être. Les personnes qui m'ont le plus critiqué, c'est à eux que je dis merci. Les personnes qui m'ont le plus critiqué, qui m'ont le plus tiré en bas. Mais on a l'impression, c'est le langage de chaque entrepreneur. On dit merci à ceux qui leur ont tiré en bas. De manière sincère. Quel est l'avantage qui ressort de ça en fait? Le défi, c'est de lui dire, écoute, tu te trompes. En faisant tout ce que tu fais, tu te trompes. Et pour prouver, tu dois bosser. Celui qui t'a dit, oui, tu es super bon, tu as tout fait bien, tu es bon, il ne m'a pas aidé. C'est vrai, il a payé la facture, mais il ne m'a pas aidé. Merci Christian, Monsieur Fomokan. Au départ, on a pris un très gros temps. Je veux dire, vous aviez une très grande mission tout à l'heure, celle de susciter l'audace sur les jeunes. S'il fallait donner un dernier mot à ces téléregardeurs, ces téléspectateurs qui nous regardent à travers notre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous leur direz? Ceux qui veulent entreprendre. Ceux qui veulent entreprendre. Est-ce que c'est un couloir à ne pas du tout suivre, à éviter, ou alors vous encouragez cela? Étant donné qu'on sait que c'est un secteur certainement essentiel pour l'éclosion de notre économie locale. Je ne vais pas donner une réponse du genre vas-y ou bien allez-y. En fait, être entrepreneur, ce n'est pas, ça ne s'enseigne pas. On motive seulement les gens à trouver en eux la capacité de sortir des sentiers battus. Si vous avez quelque chose qui vous passionne et qu'en travaillant pour quelqu'un, vous vous sentez fauché ou bien freiné, laissez et allez sur le chemin de l'entrepreneuriat. Parce qu'être un entrepreneur, ça veut dire ne pas travailler pour quelqu'un en fait. C'est toujours travailler, mais ce n'est pas travailler pour quelqu'un. Alors, je pense que voilà. Oui. Vraiment, excusez-moi. Cette question. Je pense que... Oh, vous partagez aussi la mission de tout à l'heure, susciter l'audace chez les jeunes. C'est le titre de l'émission, non? D'accord. C'était quoi, les audacieux? Les audacieux. Mon frère, vraiment, ceux qui nous suivent là, vous avez mes frères qui sont... Il faut qu'on se dise la vérité. Être entrepreneur là, c'est pas un truc qu'on commence en route. Vous entendez? C'est dit sincèrement, c'est tout un métier. Parce que le diplôme de l'entrepreneur, c'est quoi? Créer son entreprise. Avoir ses papiers, pas le diplôme, non? Puisqu'après, tu génères l'argent. Et après, apprenons à être ensemble. Moi, je pense de toutes mes erreurs, c'est qu'on doit apprendre à être ensemble. N'ayons pas peur que, comme mon frère ici, électronicien, il veut venir arracher son marché d'électricité. C'est faux! Mon frère, Yaoundé a 4 millions d'habitants, 4 millions de personnes. À Yaoundé, il y a près de 4 millions de personnes. Si nous deux, on nous donne seulement l'électricité, Yaoundé, on ne peut pas tenir. On ne peut pas. Donc, si on se bat à avoir 2% en étant ensemble, on a 5% de part de marché. On est fort. Je vais t'appuyer, Wanli, en disant que j'ai lu quelque part que c'est pas si c'est un penseur pour mon frère de la francophonie qui parcourt beaucoup de livres. L'Africain, j'ai pris ça comme une insulte. L'Africain préfère 0% de 100% qu'un % de 10 000. J'ai lu ça, pour moi c'est une insulte, parce que tous les Africains ne sont pas pareils. C'est vrai que nombreux fonctionnent comme ça. Ils préfèrent être seuls, aller se battre et ne jamais rien avoir, parce qu'il faisait 100% de peut-être 2 francs. Il a eu 0% de 2 francs, que de se mettre à 3 et aller bousculer pour avoir 10 000, et ils partagent les 10 000 chacun à 3 000. Quand tu as 2, 3, 10 porteurs d'entreprises d'énergie solaire avec qui tu collabores comme des partenaires, je t'assure, tu travailles différemment que lorsque tu les regardes comme des concurrents. Quand tu regardes comme des concurrents, tu as même un projet pour lequel il y a la solution, mais comme ton effectif est faible, on t'arrache le projet parce qu'on sait que tu vas venir seulement avec les 2 personnes qu'on a vues là. Mais si derrière toi, on constate que vous êtes une dizaine, avec chacun peut-être 5 employés, ça fait 50. On sait que si on leur remet ce projet, ils vont arriver. Et ça, ce sont des petites choses qu'on a remarquées. Et c'est ça qui m'a poussé, moi, particulièrement, à observer maintenant
toutes les entreprises sont dans le solaire comme étant des partenaires avec lesquels il faut travailler et non des concurrents qu'il faut essayer de tacler ou bien d'abattre chaque fois qu'on est sur un marché. Allez, Hervé, j'ai participé à voilà, vous aviez quelque chose. Ok, allez-y. Moi, ce que je dirais aux jeunes qui souhaiteraient entreprendre comme ces entrepreneurs à succès, je dirais que l'entrepreneur n'est pas un maître. L'entrepreneur, c'est un serviteur parce que vous devez vous attendre au service des autres en permanence. Vous serez sujet des railleries, des moqueries, des délaissements même parfois, mais vous devez faire face à cette difficulté. Maintenant, on entreprend pour trois principales raisons. La première raison, on entreprend parce que pour résoudre un problème, pour cela, il faut identifier le problème. La deuxième raison, on entreprend pour créer un besoin. C'est l'exercice généralement le plus difficile parce que tu dois faire une analyse, tu dois analyser ton environnement. Et la troisième raison, c'est pour le positionnement. Donc ça veut dire que tu veux te rapprocher de ta future carrière professionnelle. Généralement, lorsque tu commences par le positionnement, tu te retrouves en train de faire les trois raisons à la fois et tu restes dans l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui ont les problèmes, qui mettent généralement le problème de financement. Donc moi, j'invite les jeunes à plus réseauter, à créer des réseaux de compétences, à faire du management de compétences, lorsque je disais, à pouvoir créer des réseaux. Lorsque tu as ton réseau, c'est facile pour toi de faire face à la difficulté parce que c'est tout le monde qui met dans la pâte pour que la chose puisse éclore. Allez, moi j'ai pris part à un échange et puis il y a une jeune dame qui voulait s'investir dans le monde entrepreneurial et elle est venue en fait réclamer des sources de financement. Et elle avait une idée et puis il fallait la concrétiser. Et ben voilà, celle qui l'a reçue l'a dit, ben voilà, tu as une coiffure de près de 50 000, tu as un iPhone 11, comme elle a appelé, et également, je vois avec un sac de près de 15 000, ben voilà le capital sur toi. Est-ce que ça ne suscite pas quelque part ici un besoin de se remettre en question, de se remettre en cause, dire, ben voilà, je peux moi-même trouver les sources de financement de mon idée, de mon projet en fait. Donc moi particulièrement, lorsque j'ai entrepris, je n'ai pas cherché le financement, pour être honnête. J'ai eu une vision, j'ai créé mon projet et j'ai cherché une équipe. Et on a commencé à réaliser les projets en permanence. Donc je dirais que bon, la recherche de financement est tributaire de l'équipe dans laquelle, parce que chacun apporte le financement. Il faut toujours travailler en équipe parce que chacun apporte pour lui. Nous par exemple, lorsqu'on voulait lancer nos premiers projets événementiels, on faisait une liste de donateurs. Par exemple, on dit on a des moyens, des petits et des grands donateurs. Généralement, c'est parmi nos amis qu'on avait le financement. Donc, ça veut dire que moi, ce que je faisais, c'est que j'ai vu un financement de 100 000. J'ai une base de données de contact peut-être de 100 personnes. Si chacun me donne 1 000 francs, ça me fait 100 000. Les jeunes, lorsqu'ils viennent, c'est qu'ils veulent directement qu'on lui donne 40 millions à l'instant pour lancer son projet. Et une fois même que tu lui donnes les 40 millions-là, il ne connaît pas, vu qu'il a eu ça d'un coup, la difficulté à chercher, la difficulté à rencontrer. Il ne connaît pas la difficulté même à négocier. Merci Hervé d'être passé sur les antennes de MBS TV. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la réalisation, la production d'une autre émission, certainement pas aussi les audacieux. Mais nous vous disons également merci parce que vous avez accepté prendre part à cette grande production. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission, déjà parce que j'ai partagé une grosse expérience du vécu de mes frères ici présents et ça m'a permis de pouvoir grandir, de pouvoir me cultiver encore dans plus d'un domaine. Donc je suis heureux d'avoir grandi, de m'être enrichi par les connaissances des autres. Allez Christian, merci d'être passé. Tout à l'heure, on voyait vos actions, vos réactions. On a eu l'impression que vous n'aviez pas encore atteint, le summum de votre pensée. Mais nous savons bien sûr qu'avec le travail dur que vous menez, ce sera le cas. Merci d'être passé sur les antennes de MBS TV. Je vous remercie et j'espère que vous aussi, vous allez consommer des paneurs d'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Étant donné que la chose a été déjà, présenté aux yeux, au regard des téléregardeurs, dont nous espérons bien sûr trouver également notre compte chez vous. Monsieur Fomokon, merci. Merci, ce fut un plaisir d'avoir échangé l'expérience de mes camarades. Je vais profiter pour dire merci à ceux qui ont eu l'idée
Et également, merci à ceux qui ont cru à ce que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous voulez entreprendre, faites-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. C'est pour rejoindre les écrits de Goethe. Merci de nous avoir écoutés. Restez fidèles sur les antennes du MBS TV. Au cœur de l'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique, tel est notre slogan. Nous voulons simplement susciter en vous, vous amener à passer à l'action sur la base de l'idée et de la capacité que vous voulez, ou alors que vous avez. Restez fidèles, à nous revoir très bientôt dans le cadre d'une autre production pour cette grande émission, Les Audacieux. Bonjour.